Alors, concernant donc cette conférence sur christianisme et communisme, le point commun le plus évident entre le communisme et le christianisme originel est la libération de l'injustice et de l'oppression, puisqu'à l'origine, le christianisme s'est diffusé essentiellement chez les esclaves dans l'Empire romain, mais fut vite évidemment instrumentalisé à d'autres fins. Alors en 1847, il y a eu la Marseillaise religieuse, que vous connaissez peut-être, musique d'Adolphe Adam, paroles de Placide Cappeau, c'était un négociant en vin du Sud, socialiste et anticlérical. Alors vous la connaissez certainement sous un autre nom qui est Minuit chrétien. Minuit chrétien qui a été très fortement contesté et même déconseillé par l'Église parce que outre le premier, le courroux de Dieu qui ne plaisait pas parce que c'était un Dieu d'amour normalement, il y avait surtout à la fin « Peuple debout, chante ta délivrance ». À la place du peuple à genoux au début, donc on préférait quand même le peuple à genoux, peuple debout, bon ça passait pas trop. Alors une lecture marxiste du christianisme apparaît aussi dans la théologie de la libération sud-américaine, qui propose aux pauvres eux-mêmes de se libérer, mais les religieux les accompagnaient souvent, même parfois armés, et plusieurs furent fusillés, enfin passés par les armes ou exécutés. Et cette théologie, bien entendu, fut là encore combattue par le Vatican. Un autre point commun avec le communisme est le lien entre l'oppression, la justice et l'argent. On ne peut servir Dieu et l'argent, a dit le Christ. Bon, les cathares avaient repris la même chose, là où entre l'argent, Dieu en sort, et le pape, le dernier, a dit aussi l'argent est le fumier du diable, ceux qui condamnent le capitalisme et ceux qui le servent. Donc René de Secati, vous êtes à la fois directeur de collection chez Gallimard et... Oh, j'étais chez Gallimard, mais je suis au seuil maintenant. Pardon. Essayiste, biographe, vous avez travaillé pour le théâtre, l'opéra, le cinéma, vous êtes traducteur d'italien et de japonais, et certainement vous faites autre chose aussi. Vous êtes un homme très occupé et nous vous remercions d'être venu ce soir nous faire découvrir dans l'œuvre de Pasolini, dont vous êtes vraiment un spécialiste, le rapport personnel et complexe de Pier Paolo Pasolini, le marxiste anticlérical qui ne croyait pas en Dieu, avec le Christ, le prolétaire, donc qui voulait libérer d'autres prolétaires. Voilà, donc merci. Merci Gisèle. Bien, merci. Donc je vais essayer d'être un peu synthétique sur un sujet qui est très important concernant Pasolini, qui est son rapport au christianisme et au communisme. C'est une rencontre évidemment qui a surpris beaucoup d'observateurs, beaucoup de gens qui ont vu ces films et qui ont lu ces livres. Et donc je vais essayer de faire un retour en arrière sur sa vie pour essayer de comprendre pourquoi cette personnalité si forte pouvait avoir cette double orientation dans sa vie. Alors évidemment, il est italien. Et un Italien, il l'a très souvent dit, est complètement imprégné de religion chrétienne et catholique, et qu'il n'y a pas un seul Italien qui n'ait eu un rapport avec le christianisme forcé ou choisi, mais en tous les cas, tout Italien, enfin, surtout de sa génération, a été élevé dans le christianisme et a eu des repères chrétiens, en tous les cas, dans sa vie quotidienne, pas nécessairement spirituelle, mais en tous les cas quotidienne. Alors, je vais rappeler un certain nombre de faits concernant Pasolini, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent bien. Il est né en 1922
Il est né le 5 mars 1922, c'est-à-dire 1922, évidemment, c'est une date qu'on ne peut pas oublier en Italie puisque c'est l'avènement du fascisme. Et il est mort, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Il n'a donc vécu que 53 ans, mais 53 ans qui ont été incroyablement pleins. Et surtout, ces 53 ans ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'il y a au milieu la guerre de 40 pour les Italiens, parce qu'elle commence en 40 en Italie, 40-45. Et cette guerre, évidemment, est fondamentale, puisque c'est le moment où lui-même entre dans l'âge adulte. Et il y a surtout, il aura assisté au début des années de plomb en Italie, c'est-à-dire la série d'attentats qui ont massacré le pays et qu'il a observé, contre lesquels il a pris des positions extrêmement radicales. Et souvent, le nom de Pasolini est attaché à un livre qui est Les Écrits corsaires, qui est un livre d'une très grande violence, contre beaucoup de choses, contre le terrorisme, bien sûr, mais aussi contre la démocratie chrétienne. Et donc, la démocratie chrétienne, comme vous le savez, était le parti qui avait pris le pouvoir après la guerre et qui s'est imposé en Italie pendant de très longues décennies. Donc, lui n'a assisté que au pouvoir, à un gouvernement tenu par la démocratie chrétienne, et la démocratie chrétienne était clairement son ennemi. C'était vraiment le parti auquel il était opposé. Alors, est-ce qu'il avait lui-même une prise de position politique franche par rapport au communisme? Oui et non, et c'est de ça qu'on va parler. Alors, je partirai simplement d'un fait évidemment connu, qui est qu'il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu. Et quand il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu, qui est peut-être le film par lequel il s'est fait le plus connaître dans le monde, il a commencé à y travailler en 63 et le film est sorti en 64. Évidemment, ça a fait un tollé parce qu'il était perçu dans la culture italienne et même dans le reste du monde comme un sympathisant communiste. Et donc, on était extrêmement surpris que ce soit un homme qui, en plus, était dérangeant à l'intérieur du communisme, qui ait pu tourner la vie du Christ. Et en plus, il l'avait tourné dans des conditions telles qu'il voulait que le film puisse être vu sans être perçu comme un brûlot, pas être perçu comme quelque chose. Il ne voulait pas que le film soit perçu comme dérangeant par rapport aux chrétiens catholiques. Il a dit clairement qu'il voulait que le film soit projeté dans les salles paroissiales. Il y avait à cette époque en Italie de très nombreuses salles, il devait y avoir 300 ou 400 salles paroissiales à travers l'Italie, et que donc, qui étaient souvent d'ailleurs des lieux de ciné-club, hein, ce n'étaient pas nécessairement des lieux de propagande chrétienne, mais enfin quand même, c'était sous la responsabilité du curé de la paroisse, et donc il voulait que les films puissent être sans choquer, être projeté dans les salles paroissiales. Et donc, ça a été d'une certaine manière une réussite. Alors, il a pris beaucoup de précautions pour tourner le film. Il a surtout pris le conseil d'un groupe de chrétiens qui n'étaient pas qui étaient des laïcs, des chrétiens laïcs, un groupe qui s'appelait Pro Civitate, dont le siège se trouvait à Assise, mais qui était constitué de laïcs bien sûr chrétiens, je veux dire chrétiens pas par leur métier, mais par leur conviction, par leur foi, mais qui étaient ouverts. Hein, et il a pris aussi le conseil d'un certain nombre de prêtres et qui ont examiné le scénario pour que le film puisse être considéré comme une version possible, hein, de l'Évangile. Alors, quand il a tourné le film, avant même que l'on voit le film, il a dû se justifier dans de très nombreuses conférences et entretiens. Alors, je vais vous lire un entretien qui a paru après sa mort,
qui n'avait pas été publié de son vivant et où il est assez clair dans son rapport au christianisme et au communisme. C'est un journaliste russe qui l'a interviewé et donc c'était destiné à un public communiste russe. L'interview a été faite en 63, 63-64, donc à une période qui était encore assez difficile dans les rapports entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. Je suis un marxiste qui choisit des sujets religieux. Elle est bien bonne, celle-là. Il existerait donc un monopole sur la religion ? Voilà la conclusion de 40 ans d'horrible propagande et de macartisme. Beaucoup parmi les hommes les plus profondément religieux de ce siècle sont communistes. Je pense par exemple à Gramsci, le fondateur du PCI. Ils ont lutté par pur altruisme et ont donné à leur vie un seul haut idéal que nous pouvons définir assurément comme ascétique, pour lequel ils ont défié la prison, les tortures et la mort. Il va de soi que quand je dis religieux, je n'entends pas croyant dans une religion confessionnelle. Les communistes sont en effet presque tous laïcs et positivistes. Mais laïcité et positivisme, ils l'ont hérité de la civilisation bourgeoise, la grande civilisation bourgeoise qui a fait d'abord la révolution libérale, puis la révolution industrielle. Simplement ensuite, chez le bourgeois, laïcité et positivisme sont restés tels, patrimoine toutefois d'une élite bourgeoise, alors que le nationalisme et l'impérialisme, nés comme conséquence directe du capitalisme, ont repoussé le bourgeois moyen très tôt dans ses vieux retranchements cléricaux, cultivant une religion de pur intérêt, hypocrite, étatique et carrément féroce. Il suffit de voir les bigots tsaristes et franquistes. Donc, au fond, la question légitime n'est pas du tout est-ce qu'un communiste peut être religieux, mais plutôt est-ce qu'un bourgeois peut être religieux ? Bon, c'était une prise de position qui n'était pas étonnante de la part de Pasolini. Il dit ça en 63 et il a déjà un passé très lourd d'affrontement avec l'Église. C'est pour ça qu'évidemment, quand il a fait le film, il y a eu une surprise, une stupeur, en disant comment quelqu'un qui à ce point a été victime de l'Église a pu faire un film sur un des fondements de l'Église, qui est l'Évangile. Mais justement, la position de Pasolini, vous l'avez entendu là, c'est que l'Évangile n'était plus du tout le fondement de l'Église catholique. La parole même évangélique avait été totalement bafouée par l'Église et par tout un mouvement clérical. Alors, je dis, en 64, il avait déjà un passé extrêmement agité, à la fois dans son rapport avec le christianisme et dans son rapport avec le communisme. Pourquoi ? Parce que déjà, son enfance avait été extrêmement contrastée. Parce que son père était un fasciste, son père était un militaire et vraiment engagé dans le fascisme, alors que sa mère était une chrétienne catholique, une institutrice, mais qui n'était pas pratiquante. Donc elle donnait déjà du christianisme une version très édulcorée, si vous voulez, par rapport à cette bourgeoisie chrétienne qu'il vilipendait. Que Pasolini vilipendait plus tard. Mais il a été élevé dans une espèce de double culture, une qu'il haïssait, qui était la culture fasciste, mais il l'a haï progressivement parce que, comme je vous l'ai dit, né en 22, il était absolument impossible à un enfant et un adolescent d'échapper, évidemment, aux contraintes du fascisme. Il faisait partie des jeunesses fascistes, parce que tous les élèves au lycée faisaient partie des jeunesses fascistes, et à l'école et au lycée. Donc il a été embrigadé comme tous les enfants de sa génération, et en même temps, il a eu un discours critique qui s'est développé, si vous voulez, en lui, parce que il avait la figure de son père
qui était un homme violent, brutal, très, très simpliste, qui était alcoolique en plus, qui avait ruiné sa mère et ruiné sa famille parce qu'il jouait au casino. Donc c'était une figure vraiment très négative. Et pendant la guerre, il est parti en Afrique et il a été fait prisonnier, ce père, au Kenya. Donc c'est quelqu'un qui, en plus, a été victime du fascisme en tant que soldat fasciste. Sa mère, de son côté, de l'autre côté, a beaucoup formé Pasolini, enfin le jeune Pasolini, Pier Paolo, parce qu'elle lui a enseigné la culture, elle lui a enseigné surtout la poésie. C'est elle qui a fait de lui, il l'a très souvent dit, c'est elle qui a fait de lui un poète. Mais elle avait un deuxième enfant qui s'appelait Guido, qui était plus jeune que Pasolini. Et ce deuxième enfant va jouer lui aussi un rôle fondamental dans le rapport de Pasolini au christianisme et au communisme, parce que Guido, contrairement à Pasolini, pendant la guerre, il a 2 ans de moins que lui, va s'engager dans la résistance, ce que n'a pas fait Pier Paolo. Et évidemment, le fait qu'il ne se soit pas lui-même engagé dans la résistance va peser énormément dans sa culpabilité. Pourquoi ? Parce que Guido va mourir pendant la guerre. Donc il meurt à la fin de la guerre, en 1945, et il meurt dans des conditions très compliquées, parce que il n'est pas assassiné par des fascistes, mais il est assassiné par des communistes. Et donc, ça rend terriblement complexe son rapport, le rapport que Pasolini va avoir avec le Parti communiste. Pourquoi il est assassiné par des communistes, Guido ? Parce qu'il était résistant dans un groupe de résistants qui étaient indépendantistes. Ils étaient tous dans le Frioul à ce moment-là. Je ne vous ai pas dit que ils étaient tous installés dans le Frioul, qui était la région de la mère de Pasolini. Pasolini n'est pas né dans le Frioul, il est né à Bologne, mais le Frioul est donc la région, comme vous le savez, du nord-est de l'Italie, donc à la frontière avec l'ex-Yougoslavie, avec la Slovénie et avec l'Autriche et la Suisse. Pasolini, Pier Paolo, lui commence ses études, des études d'histoire de l'art. Il se destine à être professeur d'histoire de l'art, et pendant que son frère se bat. Et il est donc dans une cellule, enfin cellule, c'est pas le terme exact, mais enfin un groupe de résistance indépendantiste. Il milite pour que le Frioul soit indépendant de l'Italie fasciste, bien entendu, et il se trouve face à des Slovènes et des communistes yougoslaves, enfin d'obédience. Ils sont italiens, mais ils sont partisans du rattachement du Frioul à la Slovénie et donc à la Yougoslavie. Et les affrontements deviennent très durs entre les deux, et la totalité des militants de la petite cellule où se bat et milite Guido est assassiné. Ils sont tous exécutés en février 1945. Bon, c'est un drame épouvantable, évidemment, pour la mère de Pasolini et pour Pasolini lui-même, hein, le meurtre de ce garçon qui avait 18 ans, 19 ans. Et donc, ça va changer, évidemment, le rapport de Pasolini à l'engagement politique. Lui-même va s'engager beaucoup plus à partir de là, mais la guerre est finie. Mais la guerre étant finie, il s'inscrit au Parti communiste. Donc il a la carte du parti. Il a nié souvent qu'il avait eu la carte du parti. Et il le nie pourquoi ? Parce qu'il a été exclu du Parti communiste. Il a été exclu 4 ans plus tard, en 1949. Alors là aussi, c'est un autre événement qui est aussi fondamental pour comprendre le rapport de Pasolini à beaucoup de choses, mais entre autres au Parti communiste. Pendant la guerre, à la fin de la guerre, et juste après la guerre, avec sa mère, il a ouvert une école
une école pour pouvoir enseigner, puisque beaucoup d'instituteurs, de professeurs étaient évidemment sur le front, et ils se sont substitués en quelque sorte à l'école normale, à l'école commune, et ils ont fait des cours, tous les deux, sa mère et lui. Et Pasolini, à ce moment-là, se rend compte qu'il est homosexuel, qu'il est attiré par les jeunes garçons, et il va avoir des rapports sexuels avec certains de ses élèves. Scandale, il est dénoncé. Il est dénoncé non pas par les familles, d'ailleurs, ni par les élèves, mais par des observateurs évidemment fascistes et anticommunistes. Et donc, c'était très vite, on se rend compte que la dénonciation n'avait pas en réalité des raisons morales. Le prétexte était moral, mais le but était tout à fait autre. Le but était politique. Et ça, je le dis d'autant plus volontiers que il a eu des témoignages très tardifs. On a découvert justement les procès internes de la cellule à laquelle appartenait Pasolini. Et en fait, les communistes s'étaient rendus compte très vite que Pasolini était une cible. On s'était rendu compte, comme très souvent quand on veut abattre quelqu'un, on se sert d'un prétexte sexuel. Et alors que sous l'Italie fasciste, l'homosexualité n'était pas un crime, hein, contrairement à la situation dans la France pétainiste. Et simplement, ce qui était un crime, c'était l'outrage à la pudeur. Et l'outrage à la pudeur sur un lieu public. Et ça a été la raison d'ailleurs pour laquelle Pasolini a fini par être acquitté. Il y a eu un procès parce qu'en réalité, il n'y a eu rien sur la voie publique. C'était dans un lieu privé. Et dans la mesure où ni la famille, ni les adolescents, ce n'étaient pas des enfants, hein, ils avaient 16, 17 ans. Enfin, c'était des adolescents. Et n'ont fait de plainte, n'ont déposé de plainte. Donc, il n'y avait aucune raison de poursuivre le procès puisqu'il n'y avait pas eu de crime et qu'il n'y avait pas de plainte. Il y avait eu une dénonciation qui était fallacieuse, qui était outrage à la pudeur sur la voie publique. Mais les conséquences ont été très lourdes pour Pasolini. Parce qu'en effet, il est expulsé du Parti communiste, malgré la défense donc secrète en fait, de ses compagnons, mais qui n'ont pas pu s'opposer à la décision du parti dans la mesure où ça faisait tâche. Ce militant qui était surpris en faisant des rapports sexuels avec des adolescents et qui était professeur, donc ça faisait tâche et il a dû donc quitter le Frioul et il s'est installé à Rome dans des conditions très difficiles. Et c'est là qu'il va découvrir à Rome toute une population qui va le passionner parce qu'il ne trouve évidemment pas de travail dans une école publique. Il va dans une école privée, qui est d'ailleurs une école religieuse, dans une banlieue très lointaine de Rome, et il va découvrir le sous-prolétariat romain. Sous-prolétariat des banlieues qui est constitué d'adolescents et de prostituées femmes et hommes, de petits délinquants, dont il va faire le sujet de son premier livre publié, enfin premier roman publié, qui est I ragazzi di vita, les garçons de la rue, enfin les garçons, c'est une litote pour dire les prostituées en fait, hein, ragazzi di vita. Et ce livre va avoir une importance très grande parce que, pour deux raisons, pour une raison linguistique et littéraire et pour une raison politique. La raison linguistique, c'est qu'il va faire parler ces jeunes qu'il a enregistrés avec l'aide d'amis qu'il s'est fait dans la banlieue, qui connaissaient très très bien la langue qu'utilisaient ces jeunes, parce que c'était une langue très particulière, qui n'était pas de l'argot, hein, mais qui était un dialecte, tout simplement un dialecte comme on en trouve également maintenant, hein, même en France, dans les banlieues, une langue très particulière qui est utilisée uniquement par cette population, et il le met dans le livre. Et ça, c'est considéré comme scandaleux par
la droite, disons par la critique de droite, qui dit il dénature la grande littérature, il est en train d'avilir cette littérature, de la salir, en y faisant parler une langue qui n'a pas lieu d'être dans un livre. Donc ça, c'est la critique habituelle de la droite réactionnaire. Plus problématique est la critique de gauche et du Parti communiste, du moins de la critique officielle du PCI, qui dit il nuit à la lutte des classes. Parce qu'en présentant le sous-prolétariat, il dévie de la ligne qui est de s'intéresser directement à la lutte de classe, donc des ouvriers contre les patrons, et il est en train de détourner la véritable fonction de l'observation de la domination sociale. Il utilise la littérature pour valoriser des intérêts personnels. On lui reproche évidemment son homosexualité qui revient au premier plan, et comme si il exprimait très librement sa perversion. Donc on lui fait un procès. Bon, ça aussi, ce sont des procès qui ont été fréquents dans les pays communistes, procès de perversion sexuelle. Quand on veut attaquer un écrivain, on l'attaque très souvent sur ce plan-là. Mais Pasolini ne va pas pour autant, il va se défendre, mais il ne va pas pour autant renier sa sympathie pour le Parti communiste. Comme je vous l'ai dit, il a passé sous silence le fait qu'il avait été expulsé du Parti communiste. Il fait comme s'il était toujours plus qu'un compagnon de route. Et donc, il était perçu quand même, malgré la critique. Je ne dis pas que c'était la totalité du Parti communiste italien qui l'attaquait, mais disons ceux qui parlaient le plus fort et qui avaient la mainmise sur certains organes politiques. Mais par ailleurs, Pasolini avait fondé 2 revues, une qui s'appelait Officina, qui était une revue d'intellectuels de gauche, et où il y avait beaucoup de communistes, et une autre revue, Nuovi Argomenti, qu'il a créée avec Alberto Moravia, et Moravia qui va rapidement devenir le meilleur ami de Pasolini, avec Elsa Morante, la femme de Moravia, et dans cette autre revue, Nuovi Argomenti, qui est un peu faite sur le modèle des temps modernes de Sartre et de Beauvoir, il soutient et promeut des jeunes écrivains et notamment des poètes. La poésie est très importante pour lui. Il a publié en 1942, quand il était encore dans le Frioul, des poèmes en friolant, ce qui était courageux parce que l'usage des dialectes et des langues régionales était interdit par le régime fasciste. C'était considéré comme une atteinte à l'image nationale, et donc il l'a fait, et il s'est beaucoup engagé, pas pour des raisons politiques d'ailleurs, lui c'était pour des raisons littéraires, parce qu'il avait l'impression, il était profondément convaincu, et il a beaucoup écrit là-dessus, que les langues régionales, ça c'est une chose très très italienne que nous avons beaucoup moins en France, encore que il y a aussi des résurgences de ce genre de problèmes et de prise de position. Les langues régionales qui n'avaient pas leur place dans la littérature dominante étaient des instruments de résistance à tout pouvoir centralisé, entre autres le fascisme. Et donc il était persuadé que le rapport à la langue parlée était évidemment fondamental, parce que la langue que l'on parle avant même de la mettre dans un livre est une langue beaucoup plus proche du réel, tout simplement, parce que c'est la langue de la vie quotidienne, c'est la langue affective, c'est la langue de la mère ou du père, c'est une langue qui n'est pas filtrée par une sorte de pédagogie nationale qui aplatit le rapport au réel. Et donc, il sera toujours favorable, jusqu'à sa mort, à l'usage de ces langues régionales. Par exemple, un film qui a eu beaucoup de succès, qui est le Décaméron,
un film qu'il a fait à la fin de sa vie, dans la dernière période de sa vie, et entièrement en napolitain, qui n'était pas d'ailleurs la langue de Boccace. Et Pasolini a utilisé le napolitain justement pour donner une sorte de réalité beaucoup plus forte à ce qu'il représentait sur scène, sur l'écran. Alors, je disais, les premiers romans de Pasolini ont fait de lui quelqu'un qui était déjà très inclassable. C'est-à-dire qu'on l'attachait à une sorte de bulle de gauche, disons, une sorte de... Il faisait partie de cette famille de gauche, mais on voyait bien qu'il n'était pas du tout dans la ligne du parti. Et il va publier à ce moment-là son premier grand recueil de poèmes. Enfin, il en avait écrit d'autres, comme je vous l'ai dit, mais là, son premier grand livre de poèmes, qui est Les Cendres de Gramsci. Et donc le titre dit déjà beaucoup de choses. Les Cendres de Gramsci, c'est au fond l'idéal politique pur, innocent de Gramsci. Pour lui, vous avez entendu le texte que je vous ai lu, pour lui, Gramsci est une sorte d'idéal du communisme et qui a été peu à peu abandonné dans l'histoire du Parti communiste italien. C'est donc un livre qui est à la fois une sorte d'hymne au communisme et en même temps de critique fondamentale de ce qu'est devenu le communisme, disons, orthodoxe et du parti. Au fond, il va avoir, et c'est ce qui explique que pour lui ce ne soit pas gênant d'être à la fois chrétien, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment chrétien, il n'est pas croyant, mais disons, se réclamant de l'évangile, et en même temps communiste, parce que lui-même n'est pas non plus un communiste de la ligne droite et pure. Donc il a une espèce d'électron libre dans deux manières d'aborder le monde qu'il estime ne pas être contradictoires. Alors, quand il fait l'Évangile selon saint Matthieu, il a eu déjà beaucoup de problèmes, je vous le disais, avec l'Église catholique. Il a eu en gros deux grands problèmes. Un, quand il écrit une épigramme, un poème d'une très très grande violence au moment de la mort de Pie XII. Au moment de la mort de Pie XII, il écrit un poème qui s'appelle « À un pape » et où il s'en prend très très violemment à Pie XII, évidemment pour le passé que l'on sait de Pie XII pendant la guerre, c'est-à-dire son extrême indulgence à l'égard du fascisme et sa collaboration plus ou moins avouée avec le nazisme. Et donc c'est une figure très noire de la papauté, Pie XII, mais ce n'est pas ce qu'il lui reproche dans le poème. Le poème est un poème symbolique parce qu'il dit au moment où tu es mort, il s'adresse à Pie XII, et il dit au moment où tu es mort, mourait exactement au même moment un clochard qui était écrasé par un tram. Et ce clochard, c'est exactement cette humanité dont tu ne t'es jamais occupé. Évidemment, c'est un procès qu'il fait à l'Église, au Vatican. Et il fait le procès, au fond, qu'avant lui, Dante, l'auteur de la Divine Comédie, avait fait déjà à l'Église en place, à l'Église de la papauté, c'est-à-dire d'avoir complètement trahi le message évangélique. C'est un poème extraordinaire parce qu'il rappelle simplement au pape quel était son devoir, à l'Église quel était son devoir et qu'elle a oublié. Évidemment, ce poème n'est pas passé inaperçu et immédiatement la revue dans laquelle le poème a apparu a été saisie. Pourquoi ça a été saisi ? Parce que c'était considéré comme un outrage à la religion d'État, puisqu'il y avait ce crime en Italie que tout texte, tout film, tout poème, tout roman où il y aurait
un blasphème, où il y aurait une insulte à la religion d'État, pouvait être saisi, interdit. Et donc, en effet, la revue a été saisie. Ça va être un cauchemar que Pasolini va avoir maintenant tout le temps. C'est-à-dire, dans tous ses romans, on va lire tous ses livres, tous ses poèmes, en cherchant un blasphème, et les blasphèmes, il y en a. Et de ce point de vue, bien entendu, du point de vue de l'Église. D'ailleurs, il voulait appeler ses œuvres complètes poétiques blasphèmes. On dit au moins les choses seront claires, ce sera présenté comme tel. Et en effet, hein, après sa mort, il y a eu beaucoup d'éditions de ses poèmes, et une des éditions complètes s'appelle Blasphème, Bestemmia, en italien. Donc ça a été le premier grand drame, disons, de son rapport à l'Église. L'autre drame arrive un peu plus tard, en 1963, donc juste avant le tournage de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est dire quand même dans quel type d'atmosphère il était quand il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu. Son film précédent s'appelle La Ricotta. La ricotta, vous savez, c'est le fromage italien, le fromage, la faisselle, hein, l'équivalent de la faisselle française. Et ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le résume très brièvement, hein, c'est un moyen métrage où l'on assiste au tournage de la vie du Christ. Donc il avait imaginé, avant de tourner lui-même l'Évangile, il avait donc imaginé qu'une super production américaine dont le réalisateur était Orson Welles, donc on voit Orson Welles qui joue en fait le rôle de Pasolini, si on veut, qui tourne le film, et pendant le tournage du film, donc on ne voit pas le film lui-même, mais on voit le tournage du film, va mourir en croix, non pas le Christ, mais va mourir vraiment en croix pendant le tournage, le bon larron. Et le bon larron meurt en croix parce qu'il a eu une indigestion de ricotta. Donc le film est présenté comme un film comique, hein, mais en même temps avec une gravité bien sûr derrière. Pourquoi il meurt, le malheureux meurt d'une indigestion de ricotta? Parce qu'il a détourné l'argent. Il a d'une part donné le panier repas qu'on donnait aux figurants. C'est un figurant, évidemment, le larron. Au moment de la pause, on a donné des paniers repas aux figurants, et il a donné à sa famille, parce que sa famille est extrêmement pauvre. Ils attendaient, donc il a donné, lui, à faim. Et la vedette, il y a une vedette qui joue le rôle de la Vierge, d'ailleurs, qui est Laura Beatty, lui demande d'aller acheter de quoi nourrir son chien. Elle a un petit caniche, et évidemment, lui, il va pas donner au chien, mais il va prendre l'argent, il va acheter de la ricotta, et donc il va avoir une indigestion, d'autant plus que les autres figurants se moquent de lui et lui font manger énormément de choses. Et donc voilà. Alors cette scène qui est en réalité bouleversante, mais qui est présentée comme comique, va être considérée comme blasphématoire, puisque on présente une mort en croix comme ne concernant pas le Christ, mais concernant le bon larron. Et c'est assez difficile à imaginer maintenant qu'on ait pu attaquer pour outrage à la religion un tel film, mais ça va être très violent, et il va y avoir un procès, et il va être condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir fait ce film. Pour sa défense, il devra montrer très précisément le montage, parce qu'on l'accuse de toutes sortes de choses. Il y a des commentaires comiques qui sont faits sur, par exemple, la lecture du Stabat Mater. On entend le Stabat Mater qui est en voix off, le texte, vous savez, qui a été utilisé de Jacopone da Todi, qui est un texte religieux, bien sûr, mais que Pasolini aimait. Hein, ce n'était pas du tout de sa part. Bien sûr, c'était provoquant, mais ce n'était pas une manière de renier cette culture. Et c'est présenté comme par le juge, enfin par le procureur, comme une volonté délibérée de dénigrer la religion chrétienne, ce qui est évidemment complètement imbécile d'un point de vue strictement esthétique et d'un point de vue de construction cinématographique. Il sera finalement en appel, il ne fera pas les 4 mois de prison, mais il a été profondément
atteint, et il va d'ailleurs écrire un très beau... il va écrire de très beaux poèmes où il décrit justement son désespoir d'être atteint pour un film qu'il n'avait absolument pas tourné dans l'esprit de dérision de la religion, absolument pas. C'était une démarche complètement sacrée pour lui. Et il va donc tourner juste après l'Évangile selon saint Matthieu, pour dire qu'il s'obstine, bien entendu, et là, le film curieusement, ne sera pas critiqué par les chrétiens. Bien sûr, tous n'adhèrent pas complètement à l'idée que quelqu'un comme Pasolini ait pu être chargé, enfin il s'est chargé lui-même, personne ne lui a demandé, de faire l'Évangile selon saint Matthieu. Mais la critique viendra beaucoup plus, alors là, pour le coup, de la gauche. Et le film, quand le film a été projeté pour la première fois, il a été projeté à la Mutualité, donc dans un lieu qui est terriblement attaché au Parti communiste, au Parti socialiste, en tous les cas à la gauche, qui est très marqué par la gauche. C'est là que le film va être projeté, et il est suivi d'un débat à l'intérieur de Notre-Dame, donc dans la cathédrale. Pourquoi il y avait un évêque qui était extrêmement ouvert, qui s'appelait André Brien, qui était à Strasbourg, et qui était un des fondateurs de David et Jonathan, vous savez, qui est une organisation en faveur des homosexuels chrétiens. Et donc, c'était évidemment un prêtre extrêmement ouvert et considéré un peu comme subversif qui a organisé ce débat, qui s'est plutôt bien déroulé. Il n'y a pas eu de scandale ni de problème. Par contre, le Nouvel Observateur, enfin, qui s'appelait à ce moment-là l'Observateur simplement, a publié un article épouvantable de Michel Cournot, qui était le critique principal de cinéma, et en accusant très très violemment Pasolini et par anticléricalisme, comme si Pasolini était l'expression du cléricalisme hypocrite italien dans toute sa splendeur. Ça, évidemment, terrible. Pasolini, qui avait déjà tellement souffert des attaques de l'Église, en a été terriblement blessé et ne s'attendait pas à une attaque de la gauche. Et Maria Antonietta Macciocchi, qui était une communiste qui dirigeait la revue qui s'appelle Vie Nuove, qui est un peu l'équivalent de Clarté en France, avait demandé déjà depuis plusieurs années à Pasolini de s'exprimer dans ce journal communiste intellectuel, disons, de réflexion à la fois sur le communisme et aussi sur la culture de manière générale. Donc il était très lié à Maria Antonietta Macciocchi, qui lui a fait rencontrer Jean-Paul Sartre. Et Sartre lui a expliqué quelle était la position de la gauche un peu obtuse, disons, quant au catholicisme. Sartre a dit à Pasolini, vous avez touché à quelque chose que la gauche française ne supporte pas, qui est l'Église. Vous êtes présenté comme un allié de l'Église. Et ça, c'était absolument inacceptable en 1964. Et alors Pasolini a dit, c'est vrai, au fond, j'aurais dû, pour plaire davantage à la gauche française, j'aurais dû tourner mon film en Algérie. Et ce qui n'était pas complètement faux. Parce qu'on dit, en présentant, c'était 2 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et donc en présentant le film comme lié au tiers-monde, et ce que souhaitait d'ailleurs Pasolini. Vous savez que Pasolini, d'abord, avait pensé tourner le film en Israël, et il a fait d'ailleurs un film qui s'appelle Repérage, Repérage en Palestine pour l'Évangile selon saint Matthieu, et il a renoncé à tourner en Israël parce qu'il s'est rendu compte évidemment que l'Israël de 1963-64
n'avait plus rien à voir avec la Galilée et la Judée du Christ, et que ne serait-ce que parce qu'elle était habitée de manière majoritaire par des Ashkénazes, et donc par une toute autre population que la population palestinienne et galiléenne d'autrefois. Et donc il a eu l'impression que ce ne serait pas vraiment le christianisme qu'il voulait représenter, et donc il l'a tourné dans les Pouilles, en Italie, et également près de Viterbe, et il a reconstitué, au fond, un évangile intemporel, et quelque chose qui était complètement détaché de l'histoire même. D'ailleurs, il dit dans les commentaires qu'il a fait à propos du tournage du film, il disait qu'il ne voulait absolument pas être historique, il ne voulait pas qu'il y ait une vérité historique dans l'Évangile, il voulait le traiter comme un texte sacré qui soit indépendant de toute vérité historique. Et il a également eu des costumes, bien sûr, les costumes sont irréels, puisque les costumes, si vous voyez le film, sont des costumes empruntés à la Renaissance. Il a demandé aux costumiers, par exemple, d'imiter Piero della Francesca, Giotto, donc évidemment pas à l'époque du Christ. Et par ailleurs, il ne voulait pas, par exemple, représenter les miracles. C'était un problème. Et ce sont ses conseillers chrétiens qui lui ont demandé quand même de représenter. Donc on assiste à la résurrection de Lazare dans le film, mais il le regrette parce qu'il dit, à partir du moment où je représentais, d'abord représenter un miracle à l'écran, c'était très maladroit, c'est très très difficile parce qu'on va représenter de manière réaliste quelque chose qui est absolument irrationnel, qui est de l'ordre de la foi, de la conviction profonde, et on prend position d'un point de vue maladroit, si vous voulez, dans la représentation du miracle. Mais bon, il l'a fait quand même, mais il a beaucoup limité. Même la multiplication des pains, enfin bon, tous les éléments essentiels ne sont pas représentés figurativement dans le film. L'autre point aussi qui rendait complexe le film, c'est le choix de l'acteur. Le choix de l'acteur, c'était donc Enrique Irazoki, qui était un jeune militant antifranquiste, qui était venu voir Pasolini pour lui demander de l'argent. Il connaissait très mal Pasolini, mais on lui avait dit, des amis, des militants politiques communistes lui avaient dit c'est quelqu'un qui est généreux, il pourra aider si tu lui dis que c'est pour la lutte contre Franco, la lutte du peuple catalan, il était catalan, la lutte catalan contre Franco, il te donnera de l'argent. En fait, Pasolini, en effet, lui a donné de l'argent, mais à condition qu'il tourne dans le film. Donc, il a été saisi. Il a été saisi par la colère il avait 19 ans, le garçon. Il était très, très jeune. Il était même plus jeune, évidemment, que le Christ, tel qu'il est représenté habituellement. Et il a utilisé beaucoup l'antifranquisme, la haine de ce garçon contre ses ennemis. Et d'ailleurs, pendant le tournage, j'ai interviewé Enrique Irazoki, qui est maintenant décédé, mais quand j'ai écrit mon livre « Le Christ selon Pasolini », il était encore vivant. Et donc, je l'ai interviewé et il m'a dit que Pasolini, pour obtenir de lui une extrême violence, parce que si vous avez vu le film, il y a des regards qui ne sont pas haineux, mais qui sont d'une très grande agressivité contre les pharisiens, par exemple. Et il disait, imagine que tu as en face de toi des franquistes. Et donc, c'est comme ça qu'il a joué. Et le paradoxe, c'est que quand il est revenu en Catalogne, à Barcelone, Enrique Irazoki a été arrêté. Et il a été arrêté pour avoir travaillé avec un communiste. Donc ce qu'on lui a reproché, c'était évidemment pas d'avoir fait une vie du Christ, mais d'avoir travaillé avec un communiste, puisque c'était la réputation mondiale qu'avait Pasolini à ce moment-là. Donc il a été
terriblement ennuyé, mais finalement il s'est exilé aux États-Unis et il est devenu professeur à l'université. Bon, il a fait toute une carrière et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu le film. Il dit, quand il y avait des projections officielles, je restais au début et je partais, et il n'a jamais vu le film, et de toute sa vie. Et parce qu'il avait honte. Si vous voyez le film est dédié à Jean XXIII, et il dit, je ne peux pas voir un film qui est dédié au pape. Et pourtant, Jean XXIII n'était pas n'importe quel pape. Hein, c'était quand même le pape qui était peut-être le plus proche, avec l'actuel François, disons, d'un idéal humaniste très éloigné, en tous les cas, de Pie XII et de ses successeurs. Mais cet homme ne pouvait pas accepter ce qui lui apparaissait comme une collaboration. Donc c'est une des choses les plus étonnantes. Alors à partir de là, Pasolini va avoir une réputation étrange, parce que, par exemple, il va avoir une deuxième fois le prix de l'Office catholique pour un film qui n'est pas du tout de la même teneur que l'Évangile selon saint Matthieu, mais qui va être rapproché de l'Évangile selon saint Matthieu, au moins par Pasolini, qui est Théorème. Et Théorème, qui raconte l'histoire d'un ange qui entre dans une famille avec laquelle il va avoir des rapports sexuels avec chaque membre de la famille, le père, la mère, la fille, le fils, la bonne. Et donc, Pasolini le présente comme une métaphore d'une révélation. Idée qui a été acceptée par certains catholiques. Et donc, il a eu en effet le prix de l'Office catholique pour Théorème. Et donc, ce qui est évidemment surprenant, alors que le film, par ailleurs, a un discours politique très important, puisque le père est directeur d'une usine et va donner son usine aux ouvriers et va partir dans le désert. Comme vous voyez dans le film, il y a absolument les deux tonalités. La tonalité à la fois chrétienne, hein, de la révélation, et puis je pars dans le désert, et la tonalité de la révolution. Les patrons d'usine donnent l'usine à leurs ouvriers, qui n'était absolument pas contradictoire pour Pasolini. Et alors pour expliquer au fond cette espèce de maintien, hein, non pas d'ambiguïté, mais d'ambivalence, disons, de Pasolini, il faut parler du film qu'il a tourné entre Théorème et l'Évangile selon saint Matthieu, qui est Uccellacci et Uccellini. Et Uccellacci et Uccellini, qui est un film comique, avec Totò, l'acteur comique Totò, et avec Ninetto Davoli, qui était le compagnon de Pasolini, le très jeune compagnon de Pasolini, et qui raconte l'histoire de deux clochards qui errent à travers l'Italie et qui parlent avec un corbeau qui représente le Parti communiste italien. Donc, et qui résonne énormément, et qu'ils finissent par manger. Les deux clochards ils sont assommés par les discours du corbeau, et ils finissent par le dévorer. Bon, c'est un film qui est une critique, bien entendu, de ce qu'était devenu le Parti communiste en Italie, mais une critique extrêmement affectueuse, parce que ce n'est pas du tout un film charge, c'est un film dont l'aspect comique est extrêmement édulcore la violence même du message. Donc ce film a été mal compris, bien entendu, d'abord parce que les gens qui s'attendaient à voir Totò ont été surpris de le voir dans un rôle aussi intellectuel, parce qu'il faisait des films beaucoup plus populaires et drôles. Et le message métaphorique était quand même compliqué à comprendre, en tous les cas pour le grand public. Voilà, alors on arrive avec Théorème à 1968. Il ne reste plus que 7 ans à vivre pour Pasolini, et à nouveau, là, va se poser le problème d'affrontement avec le Parti communiste. Il va écrire un poème qui est resté extrêmement célèbre, qui s'appelle « Le PCI aux jeunes ».
Et ce poème a fait un scandale très grand. Pourquoi? Il l'avait publié dans sa revue, Nuovi Argomenti, et il l'a écrit après des affrontements entre les étudiants et les policiers dans l'université, dans la faculté d'architecture, qui était une faculté de droite, enfin à dominante de droite, disons, comme certaines facs de droit, disons, dans des villes bourgeoises. Et ils se sont affrontés très violemment, les policiers et les étudiants, et Pasolini a donné raison aux policiers, et donc a critiqué très violemment les étudiants. Évidemment, c'était un discours inattendu de la part d'un homme de gauche, et ce serait, au fond, ce serait exactement comme si maintenant quelqu'un prenait la défense massive des policiers après les affrontements auxquels nous avons tous assisté depuis quelques années. Hein. C'était évidemment très très violent comme prise de position, et ça apparaissait comme une prise de position très réactionnaire. Et alors Pasolini a dû se défendre, parce que le problème, c'est que le poème a été publié de manière en plus tronquée dans l'Espresso, donc l'équivalent de l'Express français, et a été réintitulé « Étudiants, je vous hais ». Alors évidemment, à partir de là, on comprend tout ce qu'on peut faire, tous les commentaires qui peuvent être nés, et d'autant plus qu'on n'a pas publié ce qui suivait le poème dans la publication dans Nuovi Argomenti, qui était une explication du poème, et qui commençait par ces termes en disant « je vais expliquer le poème », et devoir expliquer le poème montre que c'est un mauvais poème. Et dans ces explications, pourquoi il disait un mauvais poème? Parce qu'évidemment, un bon poème doit parler de lui-même, n'a pas besoin de commentaires, et il savait le danger parce que le poème était ironique, il devait être lu entre guillemets, et quand il accuse les étudiants qu'il traite de fils à papa, et il prend la défense des flics qui sont d'origine pour la plupart très populaires, bien entendu. C'est eux qui viennent du prolétariat. Ça, ce n'est pas une chose nouvelle. En tous les cas, ceux qu'on envoie casser de l'étudiant ou casser du manifestant, ils ne sont pas nécessairement l'expression la plus immédiate des gouvernements qui les manipulent. Et donc, c'est cette position qu'a Pasolini en disant « ce sont des instruments, vous n'avez pas à vous attaquer à des flics parce que ce sont des flics. C'est un système de répression auquel il faut s'en prendre, mais certainement pas à ceux qui sont des instruments de cette répression et qui sont soumis. » Évidemment, dire ces choses-là sous forme poétique, c'est très difficile et c'est très risqué. Parce que le propre de la poésie, et Pasolini l'a dit très souvent, c'est l'ambiguïté. La poésie n'est pas faite comme des slogans politiques que l'on répète, mais elle demande une réflexion et des niveaux de langage qui doivent être perçus par le lecteur quand il lit un recueil de poèmes. Mais si on transforme un poème en discours politique et qu'on le met dans un journal comme une suite de positions politiques fermes, on fausse tout simplement le poème. Mais c'est pour dire que dans cette période vraiment très, très problématique de Pasolini, il s'est mis d'un côté où il va être considéré comme réactionnaire et comme ayant coupé avec la gauche, ce qui était faux, ce qui était complètement faux, parce que de lui-même, il continuait, je le répète, il continuait à écrire dans des journaux communistes, il écrivait bien sûr dans le Corriere della Sera, qui était l'équivalent du Figaro, donc un journal quand même plutôt de droite, mais il le faisait volontairement pour pouvoir parler à ses ennemis. Ça, c'était une déposition de Pasolini constante, c'est-à-dire qu'il voulait s'adresser aux ennemis, il ne voulait pas être uniquement dans un cocon complaisant où tout le monde aurait été d'accord avec lui. Et donc il écrivait encore dans des journaux, dans ses propres journaux, le Nuovi Argomenti, mais également dans des journaux communistes et dans des journaux de droite. Donc c'était évidemment une exposition extrêmement dangereuse.
Parmi les articles qu'il publie à ce moment-là, il y en a un qui va faire un très grand bruit, qui est la disparition des lucioles. C'est un poème, pas un poème, un texte, il est poétique, mais c'est un texte politique où il fait toute l'historique à la fois du Parti communiste et de la démocratie chrétienne. Et donc c'est un survol de toute l'histoire depuis la guerre et comment, au fond, la démocratie chrétienne est demeurée au pouvoir et quels ont été tous ces rapports à la fois avec le pouvoir réel, c'était des ministres, des gouvernants, c'était tous ceux qui avaient le pouvoir dans tous les postes forts de l'Italie, et quel était le rôle qu'ils commençaient à jouer dans le terrorisme. Et ça va être la dernière bataille de Pasolini, celle probablement à laquelle il a dû sa mort, c'est qu'il a accusé frontalement la démocratie chrétienne d'avoir été les complices des terroristes. Donc il a fait de très nombreux articles là-dessus, à partir surtout du premier grand acte terroriste qui a eu lieu sur la Piazza Fontana à la fin de 1969. C'est la Banque d'agriculture de Milan qui a été l'objet donc d'une attaque terroriste. Il y a eu une bombe et donc il y a eu d'innombrables victimes qui, pour la plupart, étaient de malheureux fermiers qui venaient déposer l'argent. C'était la banque où les fermiers de la région venaient déposer leur argent, et de manière majoritaire, on a accusé des terroristes des militants d'extrême gauche d'avoir fait l'attentat. Et Pasolini était absolument convaincu que c'était faux. Il n'était pas le seul d'ailleurs, et que les véritables commanditaires de cet attentat étaient l'État, tout simplement, était l'État italien. Ça a été très très long pour le prouver. Ça a fini par être prouvé, mais bien après la mort de Pasolini, que en effet la responsabilité de l'État avait été gigantesque. Il y a eu de nombreux films sur Piazza Fontana, fait par différents réalisateurs, et Pasolini lui-même a fait un documentaire avec Potere Operaio, avec un groupe d'intellectuels de gauche, d'extrême gauche, pour essayer de faire l'enquête. Lui, il a fait au moins il a commencé une enquête. Ces éléments, il va les reprendre dans un livre auquel il travaille, dans un livre auquel il travaille et qui sera Pétrole. Pétrole est un livre qu'il commence en 1972 et qu'il ne pourra pas achever puisqu'il est assassiné en 1975, qu'un livre énorme que j'ai traduit, dont j'ai traduit ce qui est resté, mais qui est déjà très important, où il parle de tout cela. C'est-à-dire où il parle, entre autres, c'est un livre très très complexe, mais il parle justement de l'implication très profonde du pouvoir en place, de la démocratie chrétienne, dans de très nombreux attentats, et notamment aussi dans l'assassinat de Enrico Mattei, qui avait eu lieu bien avant, et où vous savez que Enrico Mattei, il y a eu un film, l'affaire Mattei, qui est célèbre, mais il raconte comment Mattei, qui était le patron de l'ENI, de la société pétrolière italienne, a été assassiné par son successeur dans un accident d'avion dissimulé, un attentat sur un avion qui était dissimulé en accident d'avion. Et il a repris de très très nombreux éléments de l'enquête, et c'est un des sujets du livre. Le livre s'appelle Pétrole pour cette raison, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses dans ce livre, et notamment une partie sexuelle extrêmement importante. Dans la position, si vous voulez, de Pasolini jusqu'à la fin de sa vie, bien sûr, tout ce que je vous dis là était au premier plan en Italie, parce qu'il était perçu comme un observateur politique de très grande envergure,
est terriblement dérangeant. Mais parallèlement, il faisait ses films. Et ces films l'orientaient vers un public beaucoup plus large, qui n'était pas nécessairement politisé. Il avait fait des films politiques, ceux dont je vous ai parlé, bien sûr, Uccelacci e Uccellini, il en a fait d'autres. Il a fait Porcherie, qui est un portrait très violent du néofascisme. Et il a fait donc les contes. Et ces contes qui ont eu un succès gigantesque, Décaméron, les contes de Canterbury et les Mille et une nuits, l'ont ouvert à un public très vaste. Et là, il s'est rendu compte qu'il commettait une erreur parce qu'il croyait qu'il luttait pour une certaine libération sexuelle, et il a eu l'impression que les films sont devenus des produits de consommation. Et il a eu l'impression d'être piégé par sa propre volonté de libération, et il a renié les films. Il a renié ces 3 films, et il a tourné donc Salo, son dernier film, qui est un film extraordinairement violent, qui utilise la sexualité non pas comme moyen de libération, mais au contraire comme moyen d'humiliation et d'oppression, puisqu'il utilise les 120 journées de Sodome, le grand roman du marquis de Sade, comme une métaphore de la République sociale italienne, c'est-à-dire la République de Salo, qui a succédé immédiatement à la chute de Mussolini, qui était la dernière résurgence du fascisme avant la fin de la guerre. Et donc, Pasolini utilise la sexualité comme langage politique, ce qui était également extrêmement dangereux, parce que ça décrédibilisait à l'égard de beaucoup d'observateurs et de critiques ces prises de position politiques. En utilisant un langage métaphorique, il déviait évidemment le langage politique direct. Il présentait l'histoire autrement. Parce que si vous comparez, par exemple, un grand livre qui a paru pratiquement au même moment, qui est La Storia de Elsa Morante, si vous le comparez à Salo, évidemment, c'est 2 approches complètement différentes, alors que le but était le même en réalité. Le but était de dénoncer le fascisme, de prendre à la défense des êtres qui avaient été opprimés, etc. Mais Pasolini et Elsa Morante ne se sont pas du tout compris, alors qu'ils étaient très très amis. Et Pasolini a critiqué très très violemment la Storia. Et Elsa Morante n'a pas parlé de Salo, mais beaucoup d'intellectuels ont critiqué très violemment le film. Même Italo Calvino, par exemple, a critiqué le film, ou d'autres, qui n'ont pas compris comment on pouvait parler du fascisme en ces termes. Voilà, donc c'est pour dire que la fin de la vie de Pasolini a été terriblement difficile, parce qu'il s'est beaucoup exposé, qu'il a pris des positions qui ont été mal comprises, mais il voulait, au fond, d'une certaine manière, choquer. Prenons quelques positions, si vous voulez, qui peuvent étonner de la part d'un homme de gauche. Il était contre l'avortement, ce qui évidemment a choqué toutes ses amies féministes. Et alors, lui prenait comme argument l'idée que l'avortement, il avait 2 arguments majeurs, disons. Un, que la vie commençait au moment de la conception, ce qui est une position chrétienne, évidemment, catholique en tous les cas, que la vie commence au moment où le fœtus est dans le ventre de la mère, et donc il présentait l'avortement comme un meurtre, qui est l'argument majeur des catholiques hostiles à l'avortement. Et l'autre argument, c'était que l'avortement n'était qu'un instrument pour favoriser et banaliser les relations hétérosexuelles. Et donc, il trouvait que c'était une vulgarisation et une manière de faciliter les rapports qu'il trouvait dominants et vulgaires,
Bon, là, c'est bien sûr l'homosexuel qui parle en lui, c'est-à-dire qu'il trouvait que c'était une manière de tout orienter la sexualité sur un certain type de rapport et de le banaliser, de le rendre plus facile, sans risque, et donc de le rendre dominant. C'était son argument que bien sûr les féministes, pas plus que le premier, ne pouvaient comprendre. Il disait, on ne voit pas en quoi faciliter des rapports hétérosexuels empêche qu'il y ait par ailleurs des rapports homosexuels. Donc c'était une position volontairement provocante. Autre position qui l'a beaucoup isolé, ça a été sa position par rapport à l'école. Et il a écrit des textes très violents contre l'école en disant qu'il fallait fermer les écoles. Alors évidemment, beaucoup d'intellectuels ont été complètement révoltés, parce qu'en disant, surtout de la part d'un pédagogue, parce que lui-même était extrêmement pédagogue et avait accordé beaucoup d'importance à la formation quand il était jeune. Et puis le fait même d'ailleurs qu'il s'exprime aussi largement dans les journaux de manière constante montrait qu'il avait une vision très pédagogique de l'art. C'était pas uniquement l'artiste dans sa cellule, dans sa tour d'ivoire, mais c'était toujours l'artiste qui s'exprime face à de possibles ennemis et l'artiste qui essaie de changer surtout l'éducation de ses concitoyens, de ses compatriotes, et pas uniquement. Et donc, là il a eu une très grande une dissension avec Alberto Moravia, qui ne comprenait pas comment un intellectuel pouvait dénigrer l'école. L'argument de Pasolini, c'était dans l'école, on apprend aux enfants à être tous pareils, ce qu'il appelait l'homologation, qu'on appellerait, nous, la globalisation, ou enfin la banalisation. En fait, il dit on abaisse les élèves au lieu de les élever. Donc on va fermer les écoles. Donc, il serait un peu plus, évidemment, cohérent de dire on peut réfléchir et changer les programmes ou essayer de les concevoir autrement, mais fermer du jour au lendemain l'école, bon, c'était des positions extrêmes que Pasolini avait à la fin de sa vie et qui montraient aussi la misanthropie à laquelle il était parvenu. Donc ça, c'était une période extrêmement difficile. Alors pour expliquer, puisque j'ai dit tout à l'heure que probablement tous les derniers écrits de Pasolini, les écrits corsaires notamment, et Pétrole, avaient pu être la cause de sa mort. Bon, ça, moi, maintenant, c'est une thèse à laquelle je suis attaché, et dont je suis convaincu. Je ne suis pas le seul, beaucoup de gens ont écrit depuis la mort de Pasolini sur ce sujet. Et d'ailleurs, quand j'ai republié ma biographie de Pasolini en folio, j'ai réécrit le dernier chapitre dans ce sens-là, parce que j'avais écrit cette biographie il y a 15 ans, et donc là depuis, beaucoup de choses ont été écrites. Et on est quasiment certain que Pasolini, donc la dernière nuit, a été piégé. Il a été piégé par quelqu'un qu'il connaissait, qui n'était pas du tout un prostitué, parce qu'on a dit au moment de la mort, si vous vous en souvenez, pour ceux qui sont assez âgés pour avoir assisté à ce moment-là de 1975, on avait dit immédiatement que c'était un crime sexuel, que Pasolini avait ramassé un prostitué dans la rue et que le prostitué, pour se défendre de rapports sexuels qu'il ne voulait plus, l'avait assassiné seul. Bon, très rapidement, il est quand même revenu, le prostitué, après s'être accusé, est revenu sur ses déclarations et a dit qu'il n'était pas seul. Donc finalement, il a été condamné comme participant à un meurtre, mais il a été condamné à 9 ans de prison, le prostitué. Il a été libéré et au cours de sa libération, il est revenu, une fois libéré, pardon, il est revenu sur ses premiers aveux, et là il a fini par dire qu'il avait été commandité, qu'ils étaient nombreux, et il a expliqué comment Pasolini, il le connaissait depuis 3 mois,
et il le voyait régulièrement, et que ce soir-là, il lui a proposé d'aller sur la plage d'Ostie. Donc Pasolini n'a pas été conduit par hasard sur la plage d'Ostie, il savait qu'il y allait et qu'il allait rencontrer des gens qui allaient lui rendre des bobines qui avaient été volées dans le studio où avait été monté Salo. Tout ça se passe donc dans la nuit du 1er au 2 novembre. Le film Salo n'est pas encore sorti, mais il a été monté, donc le montage était déjà terminé. Et en effet, des bobines avaient été volées dans le studio. Il y avait d'ailleurs également des bobines d'un autre film qui avaient été volées dans le studio. Et donc, c'était probablement des petits malfrats qui voulaient avoir de l'argent, qui d'ailleurs n'étaient pas vraiment conscients de la valeur, parce que l'argent qu'ils demandaient à Pasolini n'était pas très élevé. Enfin, c'était beaucoup d'argent, mais pour Pasolini, c'est pas une somme impossible. Et donc, Pasolini a accepté, et d'après Pino Pelosi, donc le fameux prostitué, il l'a fait aussi parce qu'il savait que Pino Pelosi aurait un pourcentage, et il ne voulait pas décevoir Pelosi. Évidemment, il ne s'attendait pas à être assassiné, même pas à être battu. Bon, ce qui s'est passé, en effet, c'est que l'attendaient sur la plage plusieurs voitures, et il y avait des gens qui, en fait, ne se connaissaient pas. Et je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle La Macchinazione, qui raconte tout cela, qui est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en réalité, ça a été une des raisons pour lesquelles c'était pratiquement le crime parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu des commanditaires qui ne se connaissaient pas entre eux, qui étaient empilés, et les petites mains, qui étaient donc ceux qui ont assassiné Pasolini, eux-mêmes ne se connaissaient pas entre eux et ne connaissaient pas les motivations des commanditaires. Et donc, probablement, ce qui était voulu, ce n'était pas de tuer Pasolini, c'était de lui faire peur et de le battre. Mais ça a mal tourné. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ça a été un accident, mais probablement c'est allé beaucoup plus loin qui n'était prévu. Probablement y a-t-il eu des règlements de compte entre les différents voyous qui ne se connaissaient pas, et qui fait que la chose a mal tourné. Quand le procès a eu lieu, il était évidemment complètement biaisé. Pour dire une chose, par exemple, l'expert psychiatre qui a expertisé Pino Pelosi était un expert psychiatre qui avait expertisé Pasolini 15 ans ou 20 ans avant, parce que Pasolini avait été accusé d'avoir fait un hold-up dans une station-service. Et l'employé de la station-service avait raconté des histoires complètement rocambolesques en disant qu'il avait sorti un pistolet avec des balles d'or. Et ce procès a eu lieu quand même, et il y a eu un expert psychiatre qui a dit qu'en effet Pasolini était un pervers sexuel. Et on a cette expertise. Et c'est le même expert psychiatre qui a fait l'expertise psychiatrique de Pino Pelosi pour évidemment le rendre moins responsable de ses actes. Donc évidemment, tout était complètement biaisé. Et Jean-Paul Sartre, à nouveau lui, a écrit un texte très très remarquable que je cite dans ma biographie. Il a publié dans Corriere della Sera au moment du procès de Pelosi en disant de toute façon, ce procès n'est pas le procès de Pelosi, c'est le procès de Pasolini. Et il avait parfaitement raison. Le procès a été fait de telle sorte qu'en fait, toute la rancœur de toute une catégorie sociale, politique, journalistique contre Pasolini s'est exprimée dans ce procès. Et donc, finalement, on a utilisé les aveux complètement faux de Pelosi pour anéantir Pasolini un peu plus. Bon, heureusement, le temps a fini par établir peu à peu la vérité sur
sur ce meurtre épouvantable. Et ça montre au fond quelle était la situation de l'Italie de ces années-là. Moi, pendant longtemps, j'étais plutôt de ceux qui disaient c'est pas possible qu'on assassine un écrivain dans une démocratie. J'ai eu cette naïveté, comme beaucoup d'autres, hein, de dire ce n'est que dans un pays tyrannique, que dans une dictature militaire qu'on assassine, qu'on se débarrasse des écrivains. Mais l'Italie des années 70 n'était pas une démocratie, en réalité. C'était un pays terrible, un pays où le règne de la violence et la dissimulation des actes du terrorisme d'État. Il y avait un terrorisme d'État dans ces années-là. S'il est vrai que les nombreux attentats qui ont lieu, j'en ai cité un, mais il y en a eu beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Il y en a eu à Bologne, il y en a eu un peu partout, dans des trains. C'était une période absolument abominable, sans parler de l'exécution de tous les commissaires intègres, de tous les magistrats intègres qui luttaient contre la mafia et dont on se débarrassait allègrement, sans aucun problème, durant ces années-là. Chaque fois en accusant des hommes de paille qui étaient évidemment là uniquement pour dissimuler les véritables assassins et les véritables commanditaires. Donc c'est dans ce climat-là que Pasolini a été assassiné. Alors maintenant, pour en revenir à la figure à la fois du christianisme et du communisme, la chose étrange, c'est qu'évidemment maintenant, Pasolini est présenté un peu comme une figure christique, hein, de victime de son engagement, de victime de ses discours poétiques et politiques. Et au fond, il continue à être vénéré par un certain type de lecteurs et très proche du christianisme. C'est assez étonnant. Alors que sa critique d'un certain type de communisme a fini par être dominant. Alors c'est ça qui est très, très curieux, parce qu'au fond, jusqu'à sa mort, il était considéré comme communiste, au fond, fondamentalement, dans le monde entier et en Italie. Et après coup, au fond, cette image s'est beaucoup affadie, éteinte, au profit d'une autre image beaucoup plus christique. Je disais à Gisèle que j'ai fait une conférence il y a 3 mois à la cathédrale de Bruxelles, vous voyez, dans la cathédrale de Bruxelles, sur Pasolini. Et au fond, ça paraît tout à fait naturel, hein, même si j'ai dit des choses tout à fait semblables à celles que je vous dis ici. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout dissimulé que Pasolini a été la cible de l'Église pendant toute sa vie. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Il y a eu à peu près une centaine de procès qui ont été faits à Pasolini sur ses films, sur ses livres, sur la base de outrage à la religion. Donc c'est ça qui est tout à fait étonnant, alors que finalement maintenant son image est beaucoup plus disons adoucie, édulcorée dans son rapport au christianisme. Mais probablement ça tient aussi à ses films, c'est-à-dire que les films, le film probablement qu'on projette le plus souvent demeure l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, alors que c'est évidemment pas le seul, et surtout il n'exprime pas le rapport unique que Pasolini avait avec le sacré, parce que ce qui comptait pour lui, c'était le sacré. Il l'a dit dans le texte que je vous ai lu d'entrée. Hein, pour lui, c'était pas du tout une religion confessionnelle qui l'intéressait, mais ce qu'il appelait, il appelait ça la hiérophanie, l'apparition du sacré. Il disait le cinéma
et l'art qui permet ce phénomène qui est la hiérophanie. Alors ça peut être dans Médée, ça peut être dans un film qui n'a pas de lien avec la religion. Il a fait Médée avec Maria Callas, ou Édith Proie. Donc il a fait des films où la religion, bien sûr, chrétienne n'est absolument pas au premier plan. Mais pour lui, ça relevait en fait d'un même esprit, et au fond, probablement, en dehors du discours social dont parlait Gisèle, du fait que cet humanisme social est commun, bien sûr, au christianisme et au vrai communisme, mais il y avait en plus chez lui cette volonté de représenter le sacré aussi bien dans ses poèmes que dans ses textes, dans ses proses, dans ses romans, et bien sûr au cinéma. Donc c'est ça qui fait de Pasolini une figure aussi singulière et qui ne peut pas être réduit à l'allégeance au christianisme ni à l'allégeance au communisme. Il y a eu bien sûr des écrivains communistes italiens infiniment plus engagés dans le communisme que Pasolini. Parce qu'encore une fois, les textes qui décrivaient la pauvreté, les romans qui décrivaient la domination, la soumission, étaient écrits dans un style qui n'était pas naturaliste. Il y a un texte célèbre de Pasolini, un poème célèbre de Pasolini qui s'appelle « En mémoire de la mort du naturalisme ». C'est un texte qu'il a écrit contre un écrivain naturaliste, réaliste, qui est Carlo Cassola. Et l'auteur de la fille de Boubé, La ragazza di Boubé, vous avez vu ce film. Et c'est intéressant parce que ça montre que Pasolini était très hostile à un certain naturalisme qui a été défendu par les pays communistes, comme vous le savez. Donc lui ne pouvait pas du tout entrer dans ce type de littérature naturaliste et donc c'est la raison aussi pour laquelle il ne pouvait avoir qu'une place extrêmement dérangeante sans être considéré comme un ennemi, alors qu'il a été, je veux dire du Parti communiste, alors oui, il a été considéré comme un ennemi de toute une classe catholique, ça oui, sans aucun doute, alors qu'une autre partie le vénérait. C'est ça qui le met à part, quoi. Voilà, donc peut-être si vous avez des questions à poser, parce que je ne vais pas monologuer. Vous avez rappelé, alors moi je l'ignorais, mais que Pasolini n'était pas croyant. Mais comment peut-on expliquer cette permanence référence, cette force continue dans toute sa vie, dans tout cela, au christianisme? On ne peut tout de même pas, je pense, simplement expliquer ça par ce que vous avez décrit au début, c'est-à-dire ce christianisme italien qui pénétrait les individus et la société. Parce que tout de même à son époque, là vous l'avez dit, pardon, vous l'avez dit là dernièrement, voilà peu de temps, qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de marxisme. Oui, je veux dire, il aurait pu, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite, il aurait pu se référer à autre chose. Lui, ce qui se disait communiste, c'est qu'il a toujours été très proche, ou sinon même dans le Parti communiste. Il aurait pu se référer à une autre Bible, si je puis dire, une autre Bible, c'est-à-dire le marxisme. Surtout qu'à son époque, il y avait beaucoup de penseurs qui essayaient d'expliquer et de propager le marxisme et le communisme. Alors, est-ce que la simple, encore une fois, la simple hypothèse que c'est simplement son enfance baignée dans le christianisme qui peut orienter de façon aussi, surtout pendant des dizaines d'années, et forcément créer, enfin en tout cas pour moi, une certaine ambiguïté. Et surtout quand vous avez appelé, après, pardon, excusez-moi, quand vous avez rajouté cette notion de sacré. Vous voyez, ça, il me semble que ça additionne toujours une certaine ambiguïté.
Je pense que je n'ai pas assez insisté sur la figure de son frère, Guido. Parce que quand on regarde les premiers poèmes de Pasolini que j'ai réunis dans Le Christ selon Pasolini, il y a énormément de poèmes sur le Christ qu'il écrivait donc à la fin, au milieu des années 40, plutôt, quand il était dans le Frioul, et où il identifie Guido au Christ, vraiment de manière absolument explicite. C'est-à-dire que son frère était comme une sorte de préfiguration du Christ. D'ailleurs, il a fait jouer, on en parlait avec Gisèle, il a fait jouer à sa mère le rôle de la Vierge dans l'Évangile selon saint Matthieu, et pour qu'elle pleure, en ayant dans les bras Enrique Irazoki, qui jouait le rôle du Christ, il disait à sa mère, pense que tu as Guido dans tes bras. Donc c'était un fait privé aussi, un fait privé et probablement, comme je le disais, une culpabilité. Mais il y a un autre intellectuel dont je rapprocherai, je l'ai lu depuis peu de temps, dont je rapprocherai beaucoup Pasolini, qui est Nicola Chiaromonte. Nicola Chiaromonte était un grand communiste et qui avait une fibre chrétienne. Et il a écrit de très beaux textes sur Tolstoï, en fait sur la fin, le dernier Tolstoï, qui est un Tolstoï chrétien, un chrétien socialiste. Et au fond, Pasolini était probablement assez proche de ce type d'intellectuel qui était à la fois habité par une générosité, disons, sociale, communiste, enfin bon, et en même temps par un besoin de rédemption. Il y avait ce phénomène de la rédemption qui là, est un thème profondément chrétien, qui n'existe pas dans le communisme. Donc, et je pense que ça, je pense que de toute façon, que tout catholique est habité par une culpabilité. Je pense qu'il y a un fond de culpabilité dans le catholicisme qui peut s'exprimer de manière extrêmement noble, bien sûr, dans la générosité, dans l'altruisme, etc., et qui peut s'exprimer d'une manière extrêmement nocive. Et chez Pasolini, je pense qu'il y avait ça. Et puis, il y avait sa sexualité. Aussi, le problème qu'il avait de vivre son homosexualité, qui était pas simple. Même s'il a vécu avec Nietto d'Avoli une grande partie de sa vie, malgré tout, il était malheureux d'être homosexuel. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des homosexuels qui sont tout à fait heureux et d'autres qui le vivent comme une souffrance. Et je pense que cet élément aussi a compté dans son rapport, non pas à la religion, mais à une certaine spiritualité intérieure à travers laquelle il essayait de se dépasser. C'est clair, c'est quand j'ai traduit les premiers textes de Pasolini qui s'appellent Actes impurs, le titre dit déjà tout, Actes impurs, c'est lié à sa sexualité dans sa jeunesse, et on voit combien il lit cette douleur, qu'il vit comme une douleur, ce qu'il pense être une déviance sexuelle, il le vivait comme une déviance. Après, bien sûr, il a évolué, mais il le vivait comme une douleur qui devait être transfigurée par la poésie, c'est sûr. Je pense que c'est un des éléments, mais peut-être je m'avance,